On va commencer avec vous alors. Le DIRSAC, ça vous va? Allez, honneur aux dames. Vous êtes coordinatrice du CIDFF, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles de Haute-Loire. C'est une structure que l'on connaît bien ici sur le département, engagée depuis 91 dans les actions finalement pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. 91, ça fera bientôt 30 ans, c'est 30 ans l'année prochaine. Et notamment aussi de lutter, vous luttez contre les stéréotypes de genre sur le territoire. Alors, gouvernance et anticipation dans le numérique, un sujet qui vous parle? Tout à fait. Donc, je suis ravie qu'on se pose la question de l'intégration, effectivement, des filles aussi dans les métiers et les filières du numérique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la présence des femmes dans le secteur du numérique, c'est 33%. Et si on regarde de façon un petit peu plus approfondie ces chiffres, on se rend compte que finalement, sur les 33% de femmes présentes dans les métiers du numérique, beaucoup seront sur des fonctions dites support. Donc, on va être sur des fonctions ressources humaines, administration, marketing ou communication. Et si on analyse vraiment plus les aspects techniques du métier, donc technicien d'études et du développement en informatique, il y a seulement 16% de femmes. Et sur les métiers plus de technicien en installation, maintenance, support aux services et aux utilisateurs, elles sont plus que 14%. Donc effectivement, il y a besoin de se poser ces questions-là de fond. Mais il faut aussi comparer ce qu'on peut observer dans le numérique avec la répartition de façon plus générale des femmes et des hommes dans le secteur du travail. Aujourd'hui, la plupart de nos métiers sont sexués. Il y a 24 métiers avec la prédominance féminine. On a une forte concentration du marché du travail féminin. Et on a plus de 45 métiers à prédominance masculine. Aujourd'hui, il y a très très peu de salariés qui travaillent en situation de mixité, avec un nombre quasi équivalent de femmes et d'hommes. Donc 15% en secteur dans un domaine plus mixte. Donc il faut savoir que parmi les métiers à prédominance féminine, on retrouve les métiers de la petite enfance, de l'aide à domicile, du secrétariat, de la beauté. Et parmi les métiers à prédominance plutôt masculine, le BTP, la défense, les agents et les techniciens de maîtrise. Alors, donc si en théorie on est bien libre de choisir notre orientation et nos choix de métier, finalement on voit que ça reste conditionné quand même par notre genre, et les métiers du numérique échappent pas à cette règle. Et c'est bien nos représentations très stéréotypées finalement des métiers qui sont à l'origine de la sous-représentation des femmes dans les métiers du numérique. Alors, ce constat, il est le fruit de ce qu'on appelle la socialisation de genre. Donc, sans rentrer dans le détail, mais juste comprendre qu'est-ce que c'est, effectivement, cette socialisation de genre, elle repose sur un déterminant qui est biologique, qui est celui du sexe. Mais ça va être un processus par lequel on va acquérir, intérioriser, incorporer, intégrer les attentes sociales, les attitudes et les comportements typiquement associés aux filles ou aux garçons. Cette socialisation de genre, elle s'opère dans différentes sphères, qui est celle de la famille, de l'école, des médias, mais aussi des pairs. Et c'est important d'avoir ces différentes sphères à l'esprit, parce que c'est aussi en s'appuyant sur ces différents domaines qu'on va pouvoir faire évoluer la mixité dans les métiers. Donc la famille, effectivement, elle va contribuer à proposer à l'enfant un environnement physique spécifique et à encourager l'adoption par l'enfant de comportements conformes à son sexe. Les médias sont aussi de puissants vecteurs de normes sociales. Donc les médias, on va entendre médias socioculturels au sens large, c'est la littérature, c'est l'univers télévisé, etc. Et l'école peut aussi y concourir. Alors c'est au travers de ces différentes sphères qu'on peut aussi trouver des leviers d'action pour davantage ouvrir les filières du numérique aux filles.
Donc pour aller vers plus de mixité dans les métiers, il faut qu'on puisse travailler dès le plus jeune âge sur ces stéréotypes, sur les préjugés qui vont déformer nos représentants, qui fabriquent aussi un sentiment d'illégitimité finalement pour les filles et qui vont les faire renoncer à certaines filières dites plus masculines et inversement. Donc, pour rendre les métiers du numérique plus mixtes, il faut qu'on puisse avoir une véritable approche intégrée de l'égalité à tous les niveaux de la société. Mais on peut aussi conduire des actions beaucoup plus spécifiques qui vont permettre effectivement d'opérer des transformations beaucoup. Donc, si on veut rendre les métiers plus attractifs, on peut utiliser effectivement les médias, faire évoluer l'image du métier. Aujourd'hui, sur le numérique, il souffre un peu l'image du geek qui est seul derrière son ordinateur. Donc, si on présente le métier plus sous l'angle aussi de la créativité, du fait qu'il y ait quand même du travail en équipe, si on valorise aussi la place des femmes qui ont su percer dans ces domaines, on va finalement rendre toute la filière plus attractive. On peut faire le parallèle avec un autre exemple qui est celui des conducteurs et des conductrices de car. Il y a plus de 50 ans, on voyait très très peu de femmes dans ces métiers-là. Et ce secteur d'activité-là a beaucoup misé sur la communication. On a présenté le métier totalement sous un autre angle, comme un métier du relationnel où il y a beaucoup de contacts. Et ils ont aussi beaucoup accompagné la formation des femmes. Et c'est des leviers qui ont finalement fonctionné, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mixité sur les conducteurs et les conductrices de car. Donc sur la communication, il faut aussi que sur les visuels, notamment l'affichage, les supports qu'on peut voir aussi sur des forums, puissent mettre en avant des femmes expertes dans les métiers du numérique. Puisqu'on verra, elles auront aussi un rôle important, puisqu'elles vont être finalement montrées comme des modèles auxquels les autres filles aussi vont pouvoir s'identifier. Donc, c'est aussi vraiment, même dans le secteur de l'entreprise, essentiel de bien accompagner l'intégration des femmes. C'est pas évident, l'arrivée de femmes dans des équipes très masculines. Donc, il faut pouvoir le prendre parce qu'elles seront des références qu'on espère positives aussi demain pour leurs pairs. À l'école, donc l'école a aussi un rôle très très important pour déconstruire les représentations sur ces métiers-là. Donc on agit souvent dès l'école primaire, puisqu'il est plus de déconstruire les stéréotypes. Donc au CIDF, on mène régulièrement des actions en collaboration avec les établissements pour sensibiliser à l'égalité, mais aussi à la mixité des métiers. On accueillera très certainement sur mai et juin l'année prochaine une exposition dès 6 ans qui sera de 150 mètres carrés et totalement interactive pour justement sensibiliser à l'égalité, mais aussi promouvoir les filières scientifiques pour tous. Donc cette sensibilisation dès le plus jeune âge et puis aussi tout au long de la vie. Cette semaine aussi, on est aussi en opération 7 de table sur la mixité auprès de plus de 10 établissements du département. On intervient également dans des classes pour des sensibilisations. Donc là, on avait cette semaine 6 classes sur un lycée pour parler de la diversification des choix professionnels. Donc sur ces actions-là, on peut avoir le soutien de l'inspection d'académie, du conseil régional orientation. Et c'est effectivement des temps où on va pouvoir faire des focus sur ces thèmes, mais il est très important que notre intervention puisse vraiment s'inscrire dans un projet global pour que ça puisse porter ses fruits. Et on voit aussi beaucoup plus se développer des actions très spécifiques, on l'a un peu évoqué, j'espère qu'on va l'approfondir, mais comme l'initiation au codage dès le plus jeune âge. Et c'est bien aussi en faisant découvrir les métiers qu'on va fortement contribuer à casser les représentations. Donc ça, ce sera aussi essentiel. Et ces expériences innovantes, elles sont très positives.
Merci à vous, Élodie Arsac, pour ces rappels et ces informations. C'est intéressant. On va pouvoir justement donner la parole à une experte du numérique. Vous disiez qu'il en fallait plus et plus mise en avant. Alors, je crois qu'Adélaïde, on la connaît tous très bien ici sur le territoire de la Haute-Loire. Elle est très impliquée. Vous êtes maître de conférence, vous l'avez rappelé, en informatique appliquée à l'Université Clermont-Auvergne, responsable du parcours packaging numérique au sein de l'ESEPAC, spécialiste des espaces informatiques pour l'apprentissage humain. Vous avez aussi développé de nombreuses actions de médiation et d'inclusion numérique au sein du lab du Pensio. Et aujourd'hui, vous travaillez particulièrement sur la question du numérique responsable, on l'a entendu tout à l'heure. J'ai envie de vous poser une question avant de vous laisser déployer votre propos, mais à l'IUT, on a des jeunes femmes qui aujourd'hui sont de plus en plus présentes, ou en effet le constat est encore celui que vient de nous dresser Élodie Arsac, avec une dimension plus masculine. Les années passent et le constat est toujours aussi désespérant. En fait, ça fait 13 ans que j'enseigne. On a une promo de 60 étudiants. Le maximum de filles qu'on ait pu avoir, c'est 5 filles sur 60 en première année. Dans mon département, je suis la seule femme. Donc je me sens un peu seule des fois, mais bon, c'est comme ça. En fait, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, il faut revenir à l'histoire de l'informatique. En fait, l'histoire de l'informatique s'est développée avec la révolution industrielle. Et la première femme connue qui a impacté fortement en fait l'histoire de l'informatique, c'est Ada Lovelace, qui a créé un langage de programmation, le langage Ada. Ensuite, il y a eu le développement des ordinateurs. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque en fait on avait des ordinateurs qui étaient très 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 grands, hein, on parle de l'ENIAC, des femmes étaient en fait employées pour faire les branchements qui permettent en fait à la machine de calcul de calculer. Et aux États-Unis, pour attirer ces femmes, on leur disait l'informatique, c'est pas compliqué. Vous savez dresser une table, vous savez faire un bon repas pour votre époux, donc vous saurez faire de l'informatique. Les choses se sont compliquées en fait à l'avènement de la micro-informatique, lorsqu'on a commencé à faire des PC personnels du bureau, enfin des ordinateurs personnels. Et là, en fait, les femmes ont quitté le navire, on va dire ça comme ça. Il y a un réel problème de représentation au niveau des jeunes filles. Ma petite expérience m'amène à penser que, en fait, les choses se compliquent, on va dire, au niveau du cycle 3. Quand je discute avec les petites filles au primaire, il n'y a aucun problème. Et puis, quand elles arrivent au collège, comment dire, leur horizon se réduit, en tout cas en termes de métier. On a fait énormément d'expérimentations. Donc il y a cette question de genre, mais il y a aussi la question sociale. Selon on va dire le profil professionnel des parents, on ne se projette pas forcément en fait dans les métiers associés en fait à l'industrie numérique. On a beaucoup travaillé avec l'association des petits débrouillards et on s'est rendu compte que pour les jeunes qui habitent dans ce qu'on appelle les quartiers, Valvert, Guitare, ne serait-ce que la possibilité, ne serait-ce que, en fait, on a travaillé avec eux sur juste le fait de se poser la question, en fait, de pouvoir engager ces filières. C'est juste la question. Au départ, on l'a fait à l'IUT, et on s'est vite rendu compte que la meilleure option, en fait, c'était d'aller en fait, en bas de leur immeuble et de faire des ateliers et de leur expliquer que, en fait, tout est possible. Et en fait, dans le secteur du numérique, pourquoi ? Parce que, en fait, lorsqu'on programme, en fait, lorsqu'on apprend à coder, en fait, c'est un peu comme si on apprenait une langue étrangère. L'algorithmie, c'est l'équivalent de la grammaire, donc la mécanique de la langue qu'il faut apprendre, et évidemment une orthographe. Et ça, c'est possible. C'est possible aujourd'hui. Et on le voit d'autant plus avec l'arrivée d'écoles comme Simplon, puis Envelay, qui permettent à des gens
des personnes éloignées de l'emploi. Il faut expliquer, je ne sais pas si tout le monde connaît l'école Saint-Plon, qui est une école justement qui prépare au métier du codage, qui vient de s'installer ici à la brasserie du numérique, exactement sur le site du Pensio. Je ne sais pas si tout le monde était au point sur la notion. Merci de cette parenthèse qui était importante. Et c'est possible, mais il y a un gros travail en fait d'information, de sensibilisation. Ce travail-là, on l'a fait avec différents collectifs, que les petits débrouillards. Le problème est le même, hein, qu'on soit dans un quartier, que dans la ruralité profonde. Il faut amener en fait les filles à imaginer en fait la possibilité de pouvoir évoluer dans ces métiers. Après, elles feront leur choix, qui leur appartient. Mais nous, à notre niveau, on essaye en tout cas de faire ça. L'école a un rôle à jouer, on comprend bien, si le numérique arrive très vite finalement dans l'apprentissage, on peut imaginer que demain, il sera ouvert à tous, ce domaine du numérique. C'est assez surprenant ce que vous évoquez, parce que aujourd'hui, tous les jeunes, quel que soit l'âge, ont des tablettes, des ordinateurs, des téléphones, et très rapidement, les filles comme les garçons d'ailleurs, ont accès à ces outils-là. Qu'est-ce qui se passe à un moment pour que ça ne suive pas ? Déjà, les jeunes filles ou jeunes garçons, en fait, sont des usagers passifs du numérique. L'idée, c'est qu'ils soient plutôt en fait des usagers actifs, éclairés dans leurs usages. On revient à cette notion finalement entre utilisation, c'est juste un outil, et où je trouve des documents qui sont déjà terminés, finis, sur lesquels j'interviens peu, et ceux que je vais co-construire en fait. Exactement. Exactement. Et les jeunes filles avec lesquelles on a travaillé nous disaient toutes, lorsqu'on faisait des temps pendant par exemple la fête de la science, ah mais c'est pas si dur que ça, j'imaginais quelque chose d'insurmontable. Après, dans les représentations, le geek, le nerd, c'est un homme. Alors qu'en fait, dans la réalité, il y a aussi des geeks femmes, mais on ne les présente pas, donc elles ne se projettent pas dans ce type de métier. Donc il y a ce travail à faire. Par exemple, à Lyon, il y a une structure qui s'appelle Elle Digital, et au travers de cette structure, en fait, ce sont des femmes qui évoluent dans le secteur numérique à tous les niveaux, hein, dirigeantes, voilà, et qui prennent en fait le temps de faire une sorte de compagnonnage en fait avec des jeunes filles sur du long terme. Et c'est peut-être ça en fait une des clés en fait à explorer, c'est d'avoir des temps forts pour initier, et puis peut-être accompagner en fait des filles qui parce que dans leur milieu familial elles n'ont pas forcément le soutien, ou dans leur milieu amical, les accompagner sur du long terme pour accéder à ce type de métier. Avant de donner la parole à Marc Chevaldonné, j'ai envie de vous poser une question, Adélaïde. Est-ce que pendant la période du confinement et de l'enseignement à distance, vous avez vu une différence, ou est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a eu une différence dans l'appropriation des outils numériques entre les garçons et les filles, entre les étudiants et les étudiantes? Ou est-ce que vous êtes dans un domaine qui est quand même déjà plutôt pour des pros informatiques, mais dans le packaging, par exemple, vous intervenez aussi. Est-ce que le fait de devoir utiliser des outils numériques a créé une fracture entre les sexes? Je dirais que non. Dans le packaging, non. Alors, pendant le confinement, les choses se sont globalement bien passées. Dans le packaging, en fait, les étudiants en fait sont alternants, et c'est au travers en fait des usages de leur entreprise en fait qui vont en fait déployer des stratégies numériques. Et en fait, on parle déjà à des gens acculturés, donc les choses sont assez simples en fait. C'est intéressant de voir si on a peut-être des réponses dans le public sur ces questions-là. Marc Chevaldonné, je vais vous donner la parole. Vous êtes maître de conférence, on l'a dit, en informatique appliquée, ingénieur en physique, docteur en informatique, spécialisé en génie logiciel, en programmation mobile et réalité virtuelle et augmentée. Vous avez aussi de nombreuses expériences au sein du monde de l'entreprise, que ce soit en France ou au cœur de l'Europe. Je vous laisse la parole pendant une dizaine de minutes. Merci. D'abord, je suis content de voir qu'on a à peu près les mêmes chiffres, donc ça me rassure. Je me dis qu'on a des bonnes sources.
Donc du coup, je vais pas revenir dessus, hein, mais juste je vais en donner 2-3 en plus pour m'y représenter un peu dans la même mouvance que Adélaïde. Nous, je travaille au département informatique à l'IUT de Clermont-Ferrand. On a 136 élèves en première année et on a 8 filles. Voilà. Donc c'est 8, vous avez dit. Hein. 8, oui. Ouais. Donc c'est ce qu'on a à peu près depuis 3-4 ans. Donc j'ai regardé les promos d'avant. En 88, il y en avait 40%. Et dans les années 70, on avait plus de filles que de garçons. Voilà. Donc ça, c'est pour commencer. Alors après, moi, je trouve que c'est important de revenir aussi, du coup, sur l'histoire de l'informatique, comme tu l'as fait, Adélaïde. Alors, juste Ada Lovelace, je suis pas sûr qu'elle ait créé Ada. Mais Ada Lovelace, Comme elle est on a écrit le langage Ada pour lui rendre hommage. Là, on est dans le débat de spécialistes. C'est pas grave. Vous m'avez perdu là. Voilà, mais c'est un symbole quand même, Ada Lovelace, parce que c'est elle qui a écrit les premiers algorithmes sur des machines qui n'existaient pas encore. En fait, hein. Elle a écrit l'algorithme pour la machine de charge Babbage qui n'existait pas. Donc c'est quand même fort. Et il y en a eu beaucoup d'autres. Donc il y a eu toutes celles qui ont travaillé sur l'ENIAC, hein, Sean Jennings, Lichterman, Betty Snyder, il y en a eu plein comme ça. C'est intéressant parce que si vous regardez les photos de l'époque, vous voyez que tous ceux qui travaillent sur les machines, ce sont soit les femmes, soit les noirs, soit les latinos. Voilà. Donc c'est très important parce que ça montre que l'informatique était considérée comme noble d'un point de vue hardware. C'était le hard qui était noble. Le soft, c'était pas important. C'était juste brancher des câbles. Donc n'importe qui pouvait y arriver. Donc on pouvait demander aux gens de moindre importance. D'accord ? C'est pas mes paroles. Hein. Et on comprend bien. Mais en tout cas, voilà, du point de vue social à l'époque, quoi. Voilà. Et ça a changé avec l'arrivée de la micro-informatique, comme disait Adélaïde, parce que du coup, les gens se sont aperçus qu'en fait, coder, c'était pas si simple, c'était important. Donc avant, ceux qui créaient les langages, c'était Grace Hopper. Hein. Grace Hopper, c'est celle qui a créé plusieurs langages, dont COBOL qui a beaucoup marqué. Elle travaillait à l'armée américaine. Si vous êtes intéressé par ces questions-là, vous pouvez regarder. Il y a un film qui est pas trop mal fait, qui déforme pas trop la réalité, qui est Les Figures de l'ombre. Où vous voyez 3 femmes qui travaillent sur les programmes pour envoyer des fusées autour de la Lune. C'est 3 femmes noires qui se sont battues au début des années 60. Et c'est un film qui est pas mal fait et qui montre 3 portraits de femmes qui ont vraiment existé. Donc c'est un peu romancé, mais il y a beaucoup de vérité dedans quand même. Donc pour ça, pour moi, c'est important parce que le terme d'informaticien, je pense qu'il a échangé avec l'arrivée de la micro-informatique. Et qu'avant, c'était beaucoup considéré comme une tâche d'assistant, en fait. Il fallait faire de la gestion. Et donc, quand on faisait du code, quand on faisait de l'informatique, c'était pour rendre service à un métier qui était plus important. Et puis, avec l'arrivée de la micro-informatique, ça a un petit peu évolué. Et dans les années 80, en fait, c'est devenu important de faire du code. Et je pense que du coup, les hommes se sont réappropriés ce métier. Et je pense pas que ça soit juste les femmes qui s'en soient désintéressées. Je pense que c'est surtout les hommes qui ont décidé de remettre la main sur ces métiers-là. Et pour moi, ça, c'est un peu plus gênant. Voilà. Parce que, certes, il faut faire des actions de communication. Ça, c'est très important. Mais je pense qu'en fait, il faut aller plus loin. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais persuadé qu'en fait, ça allait s'arranger naturellement. Parce que je pensais que tout le monde pensait comme moi qu'il n'y avait pas de différence. Et que donc, au bout d'un moment, on aurait un équilibre. En fait, non, ça se dégrade. Donc, en fait, j'en suis arrivé à me dire qu'il fallait faire une forme de discrimination positive quand même. C'est pas un terme qui me plaît beaucoup, mais en fait, si ça continue à dégrader, il faut trouver des solutions. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas suffisant non plus. Je pense qu'en fait, il faut être féministe en informatique et qu'il faut y aller. Il faut aller redonner ce travail-là de manière égalitaire aux hommes et aux femmes et aux hommes. Il faut pas faire de distinction. Je fais des interventions dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles élémentaires et dans les écoles maternelles. Je fais des activités de codage sur des robots. Donc on arrive avec une flotte de robots. On a des petits logiciels qu'on a préparés avec mes étudiants qui sont très simples. Où ça ressemble un peu à du Scratch pour ceux qui connaissent. Ils peuvent faire du glisser-déposer. Ils n'ont pas besoin de savoir lire, donc on le fait dès la moyenne section en maternelle. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a absolument 0 différence entre filles et garçons jusqu'à 8 ans. C'est-à-dire qu'à partir du CE2, surtout à partir du CM1, mais j'en ai déjà au CE2, j'ai des filles qui me disent « c'est pas pour moi ». Donc, c'est-à-dire qu'on leur a déjà dit, on leur a déjà fait comprendre d'une manière ou d'une autre, hein, on leur a pas forcément dit textuellement, mais on leur a fait comprendre que de toute façon, les métiers du numérique, c'était pas pour elles. Alors, du coup, on a 30-33% de femmes dans les métiers du numérique, mais ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'en plus, dans ce pourcentage de femmes, le peu de femmes qui font déjà du numérique, il n'y en a que 27% qui font du code. Et il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre le code et les métiers du numérique. Donc, ça, c'est encore une autre dimension. C'est-à-dire qu'on a une méconnaissance des métiers du numérique. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité des gens
font l'amalgame métier du numérique, geek qui code sur son clavier, alors qu'il y a beaucoup d'autres métiers autour du numérique. Et du coup, on a considéré que les femmes ne pouvaient pas faire ce métier-là. On retrouve ça dans les collèges et dans les lycées. Alors, je ne vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais je vois dans le discours des conseillers d'orientation pour des dossiers équivalents ne conseillent jamais les métiers du numérique aux filles. Enfin, jamais ou presque jamais. C'est-à-dire que pour des parcours qui sont semblables, on va conseiller à un garçon de faire de l'informatique. On ne conseillera pas à une fille de faire de l'informatique. Donc nous, ce qu'on voit dans nos filières à l'IUT, c'est que déjà, on a très peu de filles, et en général, celles qui viennent, c'est celles qui soit ont été poussées par leur famille, donc on fait des interventions aussi, j'en parle de manière précise sur certains individus, parce qu'on fait, je vais dans les lycées et dans les collèges avec un groupe d'étudiantes pour parler de l'informatique, l'égalité et des stéréotypes de genre. Donc il y en a une, par exemple, dans le groupe avec lequel on se déplace, qui fait de l'informatique parce que c'est sa mère qui lui a dit, qui l'a poussée pour lui dire qu'il fallait absolument qu'elle fasse ce qu'elle avait envie de faire, et de préférence des métiers de garçon. C'est-à-dire qu'en fait, elle est allée à contre-courant parce qu'elle a été éduquée dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, je donne juste des exemples. On en a beaucoup d'autres, en fait, qui font de l'informatique parce qu'elles ont commencé par faire autre chose, et elles se réorientent après en voyant que finalement, c'est pas ce qui leur plaît. Et dans d'autres formations, elles ont eu à toucher un peu l'outil informatique, elles s'aperçoivent qu'en fait, ça leur plaît, et elles reviennent. C'est-à-dire qu'à aucun moment, avec les goûts qu'elles avaient, on leur a conseillé de faire de l'informatique. À aucun moment, on leur a présenté ça comme une alternative intéressante. Et donc, c'est après un échec dans d'autres formations qu'elles se disent, mais en fait, dans toute la formation que j'ai suivie, il y avait un truc qui me plaisait, en fait, c'était le peu de TP que j'ai eu sur les ordinateurs, l'initiation au code, c'est ça qui me plaisait, et elles reviennent après. Donc on en a qui ont échoué en médecine, on en a qui ont échoué en prépa de lettres, on en a qui ont échoué dans des choses qui n'ont absolument rien à voir et qui reviennent chez nous. Et là, elles réussissent. Donc sur les 8 filles qu'on a, on en a 4 qui sont dans les 6 meilleures de la promo. Alors pareil, je pense que ça veut rien dire, parce que le peu qui viennent, à mon avis, elles sont ultra motivées par rapport aux autres. Mais enfin quand même, ça veut dire qu'il y a zéro différence, mais ça vous le saviez déjà tous, je pense. Il n'y a pas de différence. Aucune différence à faire entre la réussite des filles et des garçons en informatique. Voilà. Alors ça me plaît pas trop de faire quand même le distinguo entre métier du numérique et métier du code, parce que j'aimerais bien qu'il y ait aussi 50% de filles dans les métiers du code. Mais si on peut commencer par d'abord encourager les filles à venir faire des métiers du numérique, même si c'est pas tout de suite le code, pour ensuite les rediriger vers le code, enfin, je sais pas. Je pense qu'il faut effectivement avoir différentes actions de communication, mais je pense qu'il faut que ça soit coup de poing. Je pense qu'il faut plus attendre en fait et d'essayer de le faire de manière douce. Je pense qu'il faut aller les chercher, les filles. Il faut les amener, il faut leur expliquer qu'il n'y a pas de différence du tout, mais il faut les mettre directement dans nos salles de cours. Et il faut leur expliquer. Donc moi, quand je fais les interventions en élémentaire, qu'elles me disent « je laisse l'ordinateur à mon camarade garçon parce que là, ça va être trop dur, c'est du code », je leur dis de se battre. Je leur dis non, lui, il est plus nul que toi, et je leur explique pourquoi il est plus nul. Il faut y aller direct. Il faut leur dire qu'elles sont plus fortes, ou qu'elles sont aussi fortes, mais je pense qu'il faut être beaucoup plus direct. Je pense pas qu'il faille y aller à la manière douce. On a compris, on a l'impression que ça doit y aller avec vous, j'imagine. C'est intéressant, en tout cas, on va continuer d'évoquer toutes ces questions ensemble, et pourquoi pas avec un échange avec vous dans la salle. On a un micro ici, et je vais demander à quelqu'un de le faire passer. Alors on va s'astreindre à des petites règles, c'est que si vous avez une question, vous levez la main, ou vous levez, on vous fait passer le micro, on vient vers vous avec le micro, vous ne prenez pas le micro dans les mains, pour évidemment respecter des gestes barrières au maximum. Voilà, est-ce que c'est toujours les premières questions qui sont les plus compliquées à poser, ou premières réactions, ou échange d'expérience? Voilà, on a quelqu'un devant, on met la bonnette. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je suis principal de collège, en fait, et j'ai un passé aussi dans l'enseignement technique. Il y a une chose qui était évidente, en fait, entre les garçons et les filles, c'est la notion de confiance. C'est-à-dire que, alors, je ne sais pas si c'est au CE2 ou si c'est plus tard, en tout cas, il y a une phase où, à un moment donné, sur un ordinateur, il faut essayer, c'est-à-dire qu'il faut oser. Et alors, oser, donc, il y a le code, c'est-à-dire, j'ose faire le code et je vois ce que ça donne. Alors, où je suis étonné, c'est que, pour moi, il n'y a pas de risque derrière. C'est-à-dire que, souvent, on est sur du virtuel, on casse rien. Alors que sur les ordinateurs, je parle du PC qu'on a tous chez nous. On pourrait faire l'exemple, en fait, vous débranchez un PC, vous demandez à la personne de le rebrancher.
Une personne sur deux ne va pas le rebrancher parce qu'elle n'est pas sûre de mettre la fiche au bon endroit. Voilà. Et c'est encore plus vrai, moi j'ai noté en tout cas, chez les filles. D'accord ? Cette peur de casser, cette peur d'abîmer, en fait en sorte qu'on ne touche pas. Et là, les garçons, alors il y a les têtes brûlées, où justement, eux, ils vont voir, là, dans le geste de le faire, une mise en avant, d'accord, qui va plutôt peut-être les mettre en valeur, toucher à leur virilité, et eux vont oser, vont essayer, en fait, au risque de casser ou pas. Et c'est souvent sur ce moment-là où on est coincé. Et dans les établissements scolaires, alors sur le numérique, il y a une fracture qui pour moi augmente entre les gens qui savent coder, d'accord, un besoin réel de codeur, et en utilisateur, derrière, les gens sont de moins en moins capables d'utiliser leur machine. On a simplifié la connectique, voilà. N'empêche que quand il s'agit de toucher un truc, actuellement, un haut-parleur pas branché peut poser un problème pour certains. Non, parce qu'ils osent pas, ils touchent pas, ils regardent comme ça. Et quand on regarde nous, en tant que chef d'établissement vu d'en haut, je ne sais pas par quel côté le prendre. À la fois, en fait, encourager des gens à aller sur des pratiques numériques avancées avec des caméras, des choses comme ça, et à la fois des utilisateurs, en fait, qui sont devant un écran partagé perdus et qui vont pas oser parce qu'ils ont peur de casser quelque chose. Donc, ils vont faire appel. Voilà. Donc, ça paraît affaire de spécialistes. En plus, on a, sur toutes nos structures qu'on utilise, en fait, dans l'établissement, c'est de plus en plus complexe. Il y a des problèmes de sécurité, d'accès. L'accès au réseau, en fait, est bloqué. C'est-à-dire que, du coup, actuellement, par exemple, aller sur un site, il faut que le pare-feu soit débloqué. Donc, tout de suite, on a des termes techniques qui apparaissent. Donc, ça limite, en fait, l'utilisateur. Donc, il a l'impression que dès qu'il veut faire quelque chose de novateur, il y a quelque chose qui le bloque. Voilà. Il faut qu'il fasse appel au spécialiste. Le spécialiste dans l'établissement, on en a de moins en moins. Je prends par exemple les TIS qui existaient depuis des années. Au début, quand ils ont été lancés, c'était sur leur temps de travail. Donc on a trouvé des gens qui acceptaient sur leur temps de travail d'aller dans ce domaine-là. Maintenant, c'est plus sur leur temps de travail, c'est des missions en fait qui sont périphériques. Et avec le confinement qu'on a eu l'année dernière, alors je ne sais pas si c'est valable partout, mais nous en tout cas, les TIS, ils ont jeté l'éponge. Et quand je dis TIS, il y a celui qui s'occupe du réseau, il y a celui qui s'occupe de l'ENT, voilà, parce que les problèmes de login, de mot de passe, d'utilisateur, de réglage, de paramétrage, en fait, ça perd beaucoup de gens. Et on a quelque chose qui s'écarte comme ça, et on ne trouve plus de personnel presque maintenant pour arriver à mettre tout ça en place. Et le chef d'établissement qui est à la croisée de tous ces mondes-là, voilà, il a deux options. Soit à un moment donné, il laisse faire parce qu'il ne sait pas, soit il sait faire et du coup, tout lui revient. La gestion de l'ENT, la gestion du réseau, le lien avec la collectivité territoriale, en fait, pour arriver en fait à faire en sorte que ça marche. Voilà. Et donc, je pense que les utilisateurs, en tout cas dans les collèges, ils voient ça avec ce regard-là. Ça marche pas. Ils arrivent dans la salle, il y a un double écran qui marche pas, le prof, il est perdu. Donc, ça veut dire que le numérique, c'est compliqué, quoi. Et celui qui intervient, qu'est-ce qu'il fait au grand magicien? Il regarde à la machine, il se dit, mais regardez, c'est pas branché comme il faut. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui sont vraiment... Et sur l'égalité filles-garçons, moi, je suis intimement convaincu que cette notion de confiance, là, je ne sais pas comment elle se travaille, mais elle n'est pas liée qu'au numérique. Hein. Cette notion d'oser, d'y aller, en fait, c'est vraiment un frein énorme. Quoi. On a compris, c'est parce que d'un point de vue éducatif, le garçon qui touche tout et qui voit bien si ça marche, et la fille qui n'essaierait pas de peur de tout casser. Il y a aussi des choses qui sont intéressantes en termes de gouvernance que vous avez évoquées sur cette dimension d'accompagnement en fait, des équipes pour pouvoir s'assurer que les choses fonctionnent bien. Des outils informatiques de plus en plus développés, complexes, performants, et des utilisateurs de plus en plus perdus. C'est un peu ce que vous voyez aussi sur le terrain, Adélaïde ou vous, Marc. Alors, après, faut voir que nous, on est en informatique, hein, donc du coup, normalement, ils aiment déjà quand même un peu toucher l'ordinateur. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un autre problème. Non, mais c'est intéressant de le voir aussi, finalement, dans ce que vous développez, justement, dans les usages que vous anticipez, finalement, pour demain, et ceux qui sont utilisés, finalement, à l'école ou à la maison, qui peuvent, en effet, sembler de plus en plus écartés avec des ultra spécialistes et après des utilisateurs lambda qui peuvent se sentir très rapidement perdus. C'est sûr que moi, quand j'arrive dans une école ou dans un collège, je suis impressionné de voir à quel point c'est compliqué pour tout le monde d'utiliser un ordinateur. Ça me choque un peu, mais bon, je comprends, c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui fait que ça le rend peut-être plus dur. C'est que ceux qui vont être un peu bidouilleurs, on leur permet pas de le faire parce qu'il va toujours falloir passer par un administrateur. Alors c'est très bien, ça permet de régler, ça veut dire qu'on ne peut pas installer le logiciel qu'on veut. Ça veut dire qu'on ne peut pas régler le réseau comme on veut, ça veut dire qu'on ne peut pas faire grand-chose au final. Donc on est toujours obligé de demander à quelqu'un. Alors je ne sais pas si c'est les TIS exactement ou pas, mais alors
je dis pas que c'est eux qui posent problème, hein. Eux, c'est pas simple pour eux non plus. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui va vouloir essayer de mettre les mains dans le cambouis, essayer de faire quelque chose, on lui simplifie pas la tâche. Donc déjà, on l'encourage pas à toucher. Donc, à mon avis, à ce niveau-là, ça aide pas beaucoup. Alors après, peut-être que vous vouliez revenir aussi sur le côté fille-garçon. Sinon, j'en profite pendant que j'ai la parole, quoi. Mais on remarque un autre chiffre encore. On aime bien les chiffres. Hein, donc, les filles réussissent mieux les études au début de leur carrière. Donc les études scientifiques, hein, je parle même pas des études en général. Déjà, les études scientifiques, les filles réussissent mieux, elles sont toujours mieux classées, elles ont de meilleures notes, et pourtant elles vont moins loin dans les études. C'est-à-dire que les garçons vont plus facilement faire les niveaux Bac plus 5 et puis les thèses, et les filles vont moins en faire, alors qu'elles ont des meilleurs résultats sur les 3 premières années d'études. Je ne sais pas si vous avez les mêmes chiffres. On a les mêmes chiffres. Voilà. Alors, je pense qu'il y a un problème d'éducation. Alors, je ne parle pas que de l'école, je parle aussi des familles. C'est-à-dire qu'on apprend aux garçons à ne pas avoir peur de toucher, quoi. Je pense que les garçons, on leur dit toujours qu'ils ont le droit d'être casse-cou, qu'ils ont le droit de tomber du vélo, qu'ils ont le droit de tout faire, et ils peuvent tout toucher, ils peuvent tout casser, c'est pas grave, quoi. Et les filles, on leur apprend en fait à toujours faire attention. Alors, je sais pas, hein, c'est une impression que j'ai comme ça, mais en tout cas, c'est vrai qu'elles vont moins facilement toucher à partir d'un certain âge. Alors que quand elles sont petites, elles touchent largement autant. Et c'est ce que je vous disais, quand je fais l'intervention dans les maternelles, je laisse le robot, elles vont le toucher, elles vont y aller, elles vont faire des trucs, et il y a zéro différence, quoi. Et c'est vrai que très vite, elles sont encore très jeunes, elles osent moins toucher. Alors, c'est un constat. Moi, je pense que ça vient de toute l'éducation qu'on leur donne, mais vous avez certainement. Eh ben, effectivement, par rapport à tout ce qui peut être culture du risque, hein, même dans l'environnement familial, on va le voir très vite. Hein. On va plus facilement laisser un petit garçon crapahuter, monter, escalader, et on va plus dire à une petite fille, eh ben, attention, tu vas tomber, ne te salis pas. Et effectivement, tout ça, ça va avoir un impact assez fort sur la confiance en soi. Et ce que vous pointez, je trouve que c'est relativement juste, de fait de oser, d'expérimenter. Donc on va le retrouver à l'école sous différentes facettes. Ça peut être la participation à l'oral, ça peut être plein de choses, mais aussi tout le long de la carrière professionnelle. Et effectivement, les femmes vont rencontrer davantage de freins dans leur évolution professionnelle, et notamment aussi en lien avec cette confiance. Peu de femmes vont aller oser négocier une augmentation. Voilà. Donc là aussi, on fait bien appel à ce rapport finalement tout à fait de confiance. Oui. Bonjour, Bastien Métra, directeur du CIO d'Issingeau. Donc je voulais intervenir et rebondir sur ce qu'avait évoqué Philippe. Donc la science de la psychologie de l'orientation a longuement étudié le phénomène justement de l'autocensure chez les filles en particulier. Alors pas que dans le domaine de l'informatique, hein, ça touche plus largement les filières techniques et scientifiques. Et des études remontent déjà aux années 70, elles ont été confirmées ensuite, en particulier celle d'Albert Bandura sur l'apprentissage social et le sentiment d'efficacité personnelle. Donc ça rejoint ce que vous disiez, hein, on laisse faire le garçon éprouver, expérimenter. On va être déjà dans des formes un peu de cocooning rapprochées pour les filles. Et au niveau des apprentissages scolaires, on le ressent aussi, c'est-à-dire que c'est inconscient, hein, mais les enseignants vont véhiculer, je parle en tant qu'ancien enseignant, on va véhiculer ces idées-là parce qu'on va avoir davantage confiance dans l'élève garçon qui potentiellement aura plus de facilité dans les apprentissages scientifiques. Et c'est tout un construit social qui se développe au fil des ans, qui fait qu'à compétences équivalentes, en effet, il y a une autocensure plus forte pour poursuivre des études. Et plus on monte dans les hauts niveaux de qualification, plus l'autocensure a produit ses effets et moins les filles sont présentes. Pour ce qui est, alors je vais corriger un petit peu ce que m'a dit M. Chevaldonnet quand même concernant les anciens conseils d'orientation, puisqu'étant moi-même psychologue, alors les conseils d'orientation n'existent plus, ce sont des psychologues de l'éducation nationale dûment formés, 5 années d'études pour acquérir justement les outils qui permettent de déconstruire les biais, les éléments d'autocensure. Et je crois que s'il y a des professionnels qui sont armés, et ça a été confirmé là aussi par les études scientifiques, je vous réfère à l'INETOP, hein, le CNAM à Paris, qui a étudié justement l'action des psychologues de l'éducation nationale et qui montre qu'ils peuvent être un vecteur pour corriger, mais je dis qu'un petit vecteur, hein, c'est modeste, hein. C'est pas des orienteurs, c'est pas des conseillers. On est là pour offrir un espace et c'est important, mais je crois que tous les acteurs sont à même d'avoir une petite incidence et c'est toutes ces petites incidences cumulées qui pourront avoir leur effet.
Et je terminerai sur une étude qui est sortie très récemment au niveau de la sélection dans les ENS, les écoles normales supérieures. Du fait du confinement, les oraux n'ont pas pu avoir lieu. Et pourtant, on a affaire à des gens qui sont dûment formés, qui connaissent les effets de stéréotypes, qui connaissent les biais de sélection. Dans ces meilleures écoles, on a des biais de sélection qui sont énormes, puisque là, le fait de supprimer l'oral a permis aux filles d'entrer plus largement dans ces écoles-là. Parce que justement, ce veto, cet anonymat du recrutement via les écrits uniquement, a permis de leur laisser toute leur place qui devrait être la leur. Voilà.